Je vous laisse le temps de tous trouver votre place. Bonsoir. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va passer une bonne soirée pour une double raison, parce que on est bien sûr à l'école de Grenoble très très heureux d'accueillir Gilles Clément, et par le nombre que vous êtes, et de l'école, et parmi les amis de l'école, et je vois des personnes qui viennent de Lyon, de Haute-Savoie et d'Ardèche, vous êtes exceptionnellement nombreux, et on est très content que la visite des pompiers soit faite cet après-midi et qu'il n'arrive pas maintenant, parce que on est un peu en surcharge de la capacité d'accueil, et quand c'est chaleureux, on peut encaisser bien des surcharges. Voilà, alors on est très content d'accueillir Gilles Clément, parce que c'est pas facile de l'avoir, non pas parce que c'est un homme intouchable, loin de là, non pas parce qu'il ne travaillerait qu'avec des grands maîtres d'ouvrage, comme pour le parc André Citroën, mais aussi parce qu'il est très sensible à des initiatives très modestes qui peuvent être conduites par des associations. Je ne citerai que l'exemple d'une association qui est conduite par mon collègue directeur de l'école de Saint-Étienne, le Sentier des Lauses, en Ardèche, ou bien qui mène des actions de formation des jardiniers, comme ça a été le cas l'an dernier auprès de la ville de Grenoble. Et c'est dans ce cadre-là, avec l'action recyclage et urbanité qui avait été conduite avec Abdelkader Dramani et avec des étudiants, Daniel Procope et de Jean-Marc Huygen, on avait pris un terrain, vous savez, à l'épicentre de Grenoble. Ça a été le motif de la carte de vœux, ça a été le motif d'une petite revue de lancement, et ce sera le motif d'un numéro 2 de la revue L'Esprit des matériaux, une revue d'architecture et de philosophie, qui relatera cette expérience menée avec des étudiants, des enseignants, Abdelkader Dramani, auquel concourra, et je remercie au nom de l'école, Gilles Clément. Et il était venu très modestement, très doucement, venir voir ce qui se passait. Il a énormément influé dans cette opération originale, hors du commun, qui voulait être un peu l'underground, en quelque sorte, de la Biennale de l'habitat durable à Grenoble. Il a beaucoup influé le petit jardin où beaucoup d'entre vous sont allés se délasser. Voilà, jardin de la résistance, c'est important. La résistance, on la connaît en France à travers le peu de personnes qui ont choisi à un moment donné de refuser pendant l'occupation. Et ce refus, c'est pas simplement prendre le risque de s'opposer, c'est aussi prendre le risque de la clandestinité, le risque d'être arrêté. Et c'est bien dans ces lieux de refus qui regroupaient des gens d'horizons extrêmement différents que se pensait la société d'après. Donc en même temps, ces gens se protégeaient, s'exilaient, souvent dans les maquis d'ailleurs, et ça, non seulement ils envisageaient des formes de guérilla capables de résister à des armées bien trop fortes, mais ils inventaient aussi le monde d'après. Et c'est grâce à ça qu'à la France de l'après-guerre, on a inventé la sécurité sociale, de grands services publics, la maîtrise du train, la maîtrise de l'électricité, la maîtrise des grands outils technologiques, la maîtrise de l'automobile notamment. Et c'est ça qu'il faut peut-être à nouveau aujourd'hui défendre. Et puis aussi, chez Gilles Clément, il y a cette attention au monde finalement des travailleurs de la nature, au monde des ouvriers, des jardiniers. Et vous savez que l'école de Grenoble s'enorgueillit d'être proche du monde du chantier, de faire en sorte que les architectes ne méprisent pas, mais s'inspirent de la culture du monde du chantier. Alors pour ces raisons, pour cette proximité avec les métiers du travail, avec la terre, avec la culture de ceux qui sont dehors sur les chantiers et travaillent avec la terre et ses matériaux, parce qu'ils cultivent l'esprit de résistance, je vous demande de lui faire l'accueil le plus chaleureux. Bonsoir, je suis heureux d'être là. J'étais venu effectivement faire un petit tour avec des étudiants de l'école dans un lieu qui était une sorte de délaissé où ils ont installé le jardin que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent. C'était intéressant de voir comment ils s'apprêtaient à inventer quelque chose à partir de ce qui existe. Autrement dit, ils n'apportaient guère des choses venant de l'extérieur. Il y avait là une économie de moyens et une intelligence qui ne peut venir que quand on a cette économie de moyens-là. Je ne suis pas revenu voir depuis, mais j'avais eu un petit compte-rendu par l'un des étudiants qui m'avait envoyé ça par mail, et j'ai trouvé ça très, très réconfortant. Alors, quand on m'a demandé, c'est plus fort, quand on m'a demandé de faire un exposé ici, j'ai proposé le titre « Jardin de résistance ».
Je ne pensais jamais un jour avoir à employer le terme même de résistance. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit, mais enfin, les choses étant, mon activité se trouvant dans l'espace public, une forme politisée de notre métier existe, je dirais par la force des choses. Et puis, il est arrivé un moment où la question même de la résistance, effectivement, s'est posée. Et c'était il n'y a pas longtemps, puisque c'était au moment où le président actuel a été élu. Donc, ça fait quoi, 2 ans? Pas tout à fait. 2 ans, je ne sais plus maintenant. Ce que je voulais dire par là, quand j'ai utilisé ce mot, c'est que le modèle qui était choisi donc par cette équipe qui allait diriger la France était un modèle qui, depuis déjà longtemps, montrait toutes sortes des signes de catastrophe, mais avancés, qui, de mon point de vue, et ça touche à mon métier, ne pouvait pas être compatible avec une manière de gérer les espaces où existent des êtres vivants, donc des êtres, des plantes, des animaux, mais surtout des humains, où il n'y avait pas de possibilité de rendre ensemble dans une même direction, de faire avancer ce capitalisme tel qu'il se présentait, tel qu'il se présente encore aujourd'hui, et une autre gestion plus précautionneuse qui nous assurerait d'un futur. Et donc la question de la résistance ne se pose pas sur un territoire comme celui qui serait la France aujourd'hui, mais elle est bien une question planétaire. C'est un système contre lequel il convient de résister. Aujourd'hui, les États-nations n'ont pas les moyens d'engager cette résistance parce qu'ils sont pieds et poings liés, ils sont vraiment orientés par les lobbies, ils ont énormément de difficultés à s'en extraire, même s'ils le veulent. Par contre, des actions plus petites peuvent se mener. Et ça ressemble beaucoup à un maquis, effectivement, mais il ne s'agit pas d'un maquis français. Encore une fois, c'est un maquis planétaire. Il y a des possibilités, il y a déjà des lieux où les questions très concrètes se sont engagées, à l'échelle d'associations, à l'échelle de communes, à l'échelle de groupements de communes. Aujourd'hui, on réfléchit à des échelles un peu plus vastes sur la possibilité de faire arriver, à partir d'une réflexion sur le jardin planétaire, ce que j'appelle une économie émergente, inspirée des écosystèmes émergents et qui répondent à une question fondamentale posée par le jardin planétaire. Le jardin planétaire, c'est la Terre considérée comme jardin. Comment faire pour continuer à exploiter cette diversité, celle dont nous sommes entièrement tributaires, puisque tout nous vient de là, tout ce que nous mangeons, tout ce qui nous sert à nous habiller, tout, on peut dire, vient de l'environnement et de la diversité présente dans cet environnement. Comment peut-on faire pour continuer à l'exploiter sans la détruire, puisque si nous la détruisons, nous nous détruisons. C'est forcément quelque chose de nouveau qu'il faut mettre en place avec des gens qui sont compétents dans des domaines particuliers comme ceux de l'économie, peut-être pas les économistes qui aujourd'hui sont bien connus et qui nous ont mis dans l'embarras que vous savez, mais d'autres qui depuis longtemps ont réfléchi à ça. Et pour ceux qui s'y intéressent, je renvoie à Belém en ce moment, où s'est terminé un forum intéressant, même s'il était un peu dans le désordre, il a eu énormément de participation. Et ça concerne, vous le comprenez bien, tout le mouvement altermondialiste, mais aussi d'autres gens qui ne sont pas forcément dans cette extrémité-là, mais qui réfléchissent à des solutions constructives. Il est tout à fait évident qu'il faut sortir de là. Alors, je vais vous montrer des exemples qui sont des exemples simplement pris dans mon champ d'action, puisque moi je suis paysagiste et je dis que je suis jardinier vu que j'ai un jardin et que je mets les mains dans la terre. Donc il s'agit aussi parfois de questions extrêmement techniques et qui prennent en compte ces affaires-là, qui sont des économies de temps, des économies d'énergie, qui acceptent de faire le plus possible avec, le moins possible contre, le plus possible avec une diversité en place, avec une diversité parfois issue du brassage planétaire, avec des énergies présentes. Donc il y a une question de jardinage, il y a une question technique, mais évidemment, c'est une prise de position qui est politique. Du point de vue de cet exposé-là, j'ai choisi d'entrer
par l'angle de la diversité parce que c'est un angle clé et qu'on peut bien appréhender toutes les questions simplement à travers ce mot. La diversité est autant une diversité biologique qu'une diversité culturelle aujourd'hui sur la planète. Mais en ce qui concerne la diversité à la fois biologique et culturelle, il y a un exemple qui est très actuel, qui est celui des semences. Les semences que nous utilisons, qui sont des semences pour le potager, qui sont des semences pour l'agriculture, sont des semences qui partiellement viennent de la nature et qu'on peut encore récolter sur des plantes qui existent à l'état sauvage, mais qui partiellement viennent d'une manipulation et n'existent que parce qu'elles ont été maintenues par les sélections de l'homme et dans le temps, chaque année, prolongées de façon à ce qu'on puisse les avoir encore à l'usage. Beaucoup de ces semences, dans un cas comme dans l'autre, mais surtout celles qui sont finalement tributaires de nous, donc qui ne pourraient pas exister sans nous, sont en péril. Beaucoup d'entre elles sont des semences potagères, des semences vivrières, qui permettent à des sociétés vivant dans des conditions parfois difficiles de survivre ou de vivre carrément, disons, dans des conditions acceptables dans le monde entier. Aujourd'hui, elles sont menacées, vous le savez sans doute, parce que seules sont autorisées des semences dites homologuées, qui figurent donc au catalogue, le catalogue officiel. Toutes les autres sont entre les mains des amateurs et qui se les passent de jardin à jardin, ou de quelques organismes qui acceptent de se mettre finalement dans une position délicate, puisque illégale. C'est le cas de Cocopelli, que vous connaissez sans doute de nom, qui distribue des semences qui ne sont pas au catalogue. Si je parle de ces questions, je dis Cocopelli, mais il y en a d'autres, c'est parce que notre liberté est en jeu ici. Qu'est-ce que nous voulons continuer à faire? Jusqu'à quel point avons-nous le droit d'utiliser des choses qui sont vraiment des produits de la nature ou de l'industrie humaine dans le temps et qui peuvent rendre service à l'humanité? Qu'est-ce que c'est que ces lois qui sont posées, qui sont là, des lois iniques, à mon sens, sur des questions qui sont des questions urgentes, puisque c'est ce qui évidemment nous rend la vie possible ou impossible. Alors, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des semeurs volontaires et qui est né cette année 2008 passée, qui ressemble beaucoup au mouvement des faucheurs volontaires, avec quelques personnes communes d'ailleurs, ces deux mouvements-là, et qui consiste à utiliser les semences qui ne sont pas autorisées, donc une forme illégale, à les mettre en culture, ces plantes-là, et à les faire passer de jardin en jardin, justement, une fois la récolte faite, de façon à ce qu'elles continuent d'exister en tant que diversité pour résoudre des problèmes techniques qui sont parfois extrêmement pointus et que les semences de la grande distribution, de la distribution officielle, ne peuvent pas répondre à ces demandes-là. Le mouvement des semeurs volontaires a fait l'objet d'un texte. Alors là, il faut que je manipule. Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas très important que vous le lisiez à l'écran. Ce qui est important, c'est que vous sachiez simplement que ça fait l'objet d'une délibération dans une mairie dans le 2e arrondissement à Paris au mois d'octobre, qu'auparavant nous avions fait avec Noël Mamère l'inauguration de jardins partagés à Bègle, avec des semences de Cocopelli justement, et que normalement on espère comme ça pouvoir multiplier ces espèces véritablement en danger. Alors il se trouve que cet ensemble de personnes a mis au point un texte que je ne vous demande pas de lire, mais qui existe et qui est tout à fait argumenté, et qui est signé par le maire qui accepte alors, le maire d'une commune, n'importe lequel, et qui accepte alors de se mettre dans l'illégalité, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait sur son territoire des gens qui multiplient ces espèces. Ça ne fait pas l'objet d'un commerce, c'est évidemment hors commerce. À ce moment-là, ce serait, si on était dans un réseau commercial, forcément attaqué tout de suite. C'est très important parce que c'est emblématique de toute une situation qui nous oblige maintenant à mener une série d'opérations dans la résistance et directement sur le terrain et à toutes les échelles. Donc je commence, parce que c'est plus simple, il faut le mettre sur le... Ouais. Par mon expérience, c'est purement technique. C'est un jardin que j'ai installé, la maison aussi d'ailleurs, elle n'existait pas,
dans une sorte de clairière, dans un sol pauvre, où j'ai pris comme décision de conserver et de retrouver une diversité qui était toujours en souffrance, en particulier celle des insectes. Et pour ça, j'ai essayé de ne pas introduire d'énergie contraire, j'appelle ça comme ça. Ça veut dire d'intrants nuisibles de pesticides, d'herbicides et ainsi de suite, et même j'arrose pas. Donc j'ai mis au point des techniques qui sont bien connues aujourd'hui maintenant, mais c'était il y a une trentaine d'années. Ce que vous voyez là sur cette image, c'est une diversité qui est venue à cet endroit-là, précisément, d'un arbre qui est tombé, un chêne, et en tombant, il a soulevé la terre. Et quand la terre est soulevée, arrivent toutes sortes de plantes qui sont des pionnières, qui, si la terre n'était pas soulevée, ne viendraient jamais. Et parmi elles, il y en a quelques-unes qui sont des vagabondes ou qui appartiennent aux séries des messicoles, celles qui sont dans les moissons, les coquelicots en font partie. Dans ce jardin, je n'ai donc rien planté, à part quelques géraniums vivaces qui sont là, pour les techniciens, je dis ça. Sinon, les autres plantes sont des vagabondes qui sont venues. Et la molène, la digitale, même les marguerites. Alors mon travail consistait non pas à mettre, mais à enlever. Je passe du temps à ça, mais en même temps, j'ai rien ajouté. Je ne suis pas allé contre une énergie qui était ici en place. Un autre exemple important de l'exploitation des capacités des végétaux, c'est l'arbre qui tombe. Ça, c'est un pommier. Il est tombé il y a maintenant longtemps et j'ai décidé de le soutenir ici. Donc vous le voyez, la cale, ici, et quand même, il fleurit et il donne des fruits. Bon. Seulement, il se fatigue. La frondaison est déportée, elle est très très loin des racines qui sont par ici, par exemple. J'ai été obligé de le sevrer, ça veut dire au bout d'un certain nombre d'années, d'enlever les réitérations qui se trouvaient ici tout le long et d'en laisser seulement une et de couper l'axe. Les racines sont toujours à l'autre bout. L'arbre a repoussé, il redonne des fleurs et des fruits. C'est une des capacités des arbres à se régénérer dans le temps, qui est merveilleuse, qui donne l'illusion d'ailleurs qu'il pourrait être presque immortel, que j'ai exploité là. Je ne savais pas trop que c'était ça, mais aujourd'hui les scientifiques prétendent que ces réitérations, qui sont des levées de dormance des bourgeons sur les parties ligneuses, sont la manifestation d'une énergie à la renaissance. Ce qui fait qu'un arbre pourrait durer infiniment plus longtemps qu'on ne l'imagine si on le laissait vivre de cette façon-là. Et ils disent aussi que l'arbre n'est plus un individu, mais une colonie plutôt. Chacune des branches pouvant être considérées comme un sujet, et chacune des branches secondaires comme un autre sujet, à l'image d'un massif corallien. Donc voilà mon pommier qui est toujours là, tombé avec 25 ans de vie couchée, les racines à peu près à 3 mètres de ce côté-ci. Un autre événement très important est celui du vagabondage. Ça a été déterminant parce que c'est comme ça qu'est né le jardin en mouvement. Le terme de jardin en mouvement vient du déplacement physique des espèces sur le terrain. Vous voyez ici des berces, la berce du Caucase qui est arrivée, un semis devenant de probablement un pied-mer par là ou ailleurs, et j'ai décidé de les garder. Elles sont dans un passage. Je sais qu'elles vont mourir parce que leur cycle est bisannuel. Elles vont mourir après avoir fait les graines. Mais je la garde et puis on verra si on passe après, quand elles auront fait ses fleurs. Le jardinier donc décide de laisser pousser, ça transforme l'espace, mais quand elles seront mortes, on va de nouveau passer à cet endroit-là. Il suit la pérégrination physique des espèces sur le terrain. Il ne va pas contre cette énergie qui est celle du déplacement et qui aurait fait dire dans d'autres cas, dans la gestion classique, mais cette plante est devenue indésirable parce qu'elle n'est pas dans le bon endroit. Si elle était une bonne plante là, pourquoi est-ce qu'elle deviendrait mauvaise ici? Vous voyez, pour moi, ça n'avait pas de sens. La notion de mauvaise herbe a disparu à ce moment-là, définitivement. Donc voilà, ces îles qui se déplacent dans le jardin et dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. Enfin, cette image-là, à sujet du vagabondage, elle est importante par les marques que vous voyez sur le sol, qui sont les résultats des taupinières que l'on a arasées. Je donne des coups de pied dans les taupinières pour en faire des choses plates, où vont pouvoir venir germer des espèces qui ne germent pas. En voilà une, la molène, dans un sol fermé, feutré, comme le gazon qui est bien serré ici.
le retournement de la terre, ça joue comme l'arbre qui s'est retourné. La petite taupinière, le petit laboureur, la taupe, fabrique ce mouvement de terre et permet aux plantes qui ne viendraient pas autrement de germer. Autrement dit, permet à une diversité qui n'existerait pas sinon de persister dans un jardin comme celui-ci. Alors j'utilise la taupe comme assistante du jardinage. Donc voilà ces espèces qui sont vagabondes et qui se déplacent dans le terrain. Je fais toutes sortes d'autres expériences, y compris des plantations dans des sols absents, des non-sols, de la roche, pour voir ce qui vient. Autrement dit, la plus grande frugalité. Pas de nourriture, évidemment pas d'eau jamais. Donc pas de dépenses. Et tout ça va à l'encontre des préceptes qui sont donnés pour la maintenance du jardinage en général. Voilà l'aspect de ce jardin en gros. Mais c'est aussi un lieu, je vous le disais, où j'ai tenté de préserver le plus possible une diversité qui est une diversité entomologique comme celle-ci, mais générale. Les plantes et les animaux font partie de ça et ont des interactions, comme vous avez vu pour la taupe, mais les insectes ont un rôle qui est clé. Si on voulait rentrer dans la compréhension du jardin planétaire, pour aller de loin en loin à partir des maillons qui se lient les uns les autres dans la chaîne écologique, l'entrée par le monde des insectes serait parfaite et on comprendrait beaucoup et très vite qu'il ne faut surtout pas toucher aux insectes, et donc presque à rien qui est autour, en amont et en aval. Sur les grandes berces, vous voyez alors là des cétoines, des cérambix, il y a des mouches aussi, bon ça c'est le mois de juin, c'est normal. Hein. Il y a aussi toutes sortes d'animaux, et donc la couleuvre zamenis, qui est une assez grande couleuvre, hein. La couleuvre à ventre vert et jaune, peut-être vous connaissez cet animal, et qui donc ne peut exister dans cet endroit qu'à partir du moment où il a les proies qui lui conviennent. C'est un bioindicateur d'assez bon niveau. Il y a d'ailleurs eu le classement d'une zone où on a découvert cet animal-là du côté d'Épinal. Vous voyez, Épinal, c'est quand même pas très chaud. Et elle est remontée parce que le réchauffement fait que ces animaux remontent aussi en France. Et on l'a protégée. C'est près d'un lavoir du côté d'Épinal. Alors elle s'appelle Eduarda. Je leur donne des noms. Hein. Et alors, ça, c'est une photo exceptionnelle. C'est Eduarda avec Édouard. C'est très rare de voir ça, parce que, bon, ça vient de ce qu'elle ne voyait pas que j'étais là. Évidemment, tout le reste du corps est dans le toit, c'est un double toit. Alors, c'était en accouplement, ça durait éternellement, c'était très ennuyeux. Mais c'était très intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Elle se cache évidemment toujours pareil dans la période du mois de juin. Donc ces animaux ont des régimes alimentaires particuliers et font la loi sur tous les petits mammifères qui ne sont jamais en prolifération dans ce jardin, évidemment. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les exemples qui ont été, maintenant sont de plus en plus nombreux à partir de ce mode de gestion dans des espaces qui sont des espaces publics, mais juste signaler que le premier d'entre eux, le plus important, symboliquement, était le parc André Citroën à Paris. C'est la première fois qu'on a fait un jardin en mouvement en France sur une toute petite surface, pas celle-ci. Là, nous sommes au milieu de l'espace, ça fait 4 hectares, mais sur un côté, celui-ci. Qui est donc évolutif, ça dépend beaucoup de l'époque à laquelle vous y allez, si par hasard vous y allez. Vous pouvez le voir très en fleurs ou très en friche. Il est en tout cas géré comme je l'indiquais, avec une surveillance de ce qui apparaît sur le terrain et une interprétation. Voilà le jardinier, concepteur, c'est-à-dire qu'il est celui qui fait le dessin, mais sur le terrain, avec une machine, hein, mais vous pourriez le faire avec un crayon, sauf qu'on ne peut pas, pour le jardin en mouvement, dessiner ce jardin en amont. On ne peut le dessiner que sur le terrain, en fonction de ce qui apparaît. Il décide qu'il va enlever telle ou telle plante, qu'il va laisser telle ou telle autre. Il reconnaît les plantes à leur stade de plantule quand elles sont toutes petites. Donc à la fois un biologiste ou un naturaliste et aussi un plasticien. Donc ce jardin prend des formes variées dans le temps, en tout cas variées par les espèces qui s'y présentent et les couleurs. Souvent les formes sont des formes d'îles. En ce moment, depuis maintenant 6 ans, il y a une expérience importante qui est menée avec le lycée agricole de Saint-Herblain.
Les lycées agricoles sont entièrement sous la maîtrise, disons, de ceux qui font les programmes, qui sont influencés par les marchés, les lobbies, les vendeurs de ci ou de ça. Il n'y avait jamais eu de véritable enseignement sur la gestion différenciée. C'est la première fois que ça se fait de façon officielle à Saint-Herblain, sur 6 hectares. Et les 3 enseignants qui ont lancé cette opération ont eu beaucoup de courage, parce que ce n'était pas du tout évident. Ils avaient contre eux toute la machine, évidemment, que vous imaginez. Ils ont donné aux étudiants ces 6 hectares. Je suis allé donner les premières directives. On a fait des relevés botaniques et entomologiques. Et là, ils ont travaillé avec ce qu'ils avaient. Sur ces images que vous voyez là, il y a déjà eu beaucoup de travail derrière, des années précédentes. Mais enfin, ça vous donne une idée. Ils n'apportent rien. Il n'y a pas d'argent. C'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs. Ils font avec ce qu'il y a sur le terrain. Heureusement, il y a 6 hectares, beaucoup de place. En fonction des années, sur un endroit comme celui-ci, qu'ils baptisent le pré de lumière, par exemple, ils vont dessiner tel ou tel chemin pour aller voir telle ou telle plante, ou au contraire, pour passer dans la haie, pour faire une perspective. Ils vont même introduire des taupières, ils vont sculpter, ils vont faire des portes, comme ça, par exemple, dans des saules qui vont repousser et les autres vont continuer ou pas. Il y a donc une réinterprétation continuelle de quelque chose qui se développe dans le temps, avec une économie de moyens qui est totale. Ils font des tout petits ouvrages, évidemment éphémères, avec des matériaux qu'ils peuvent se procurer. Il y a des petits rondins comme ça, mais pour aller voir une plante qui est revenue de ce coup-là. Les œufs Nantes n'étaient pas à cet endroit, mais il n'y avait pas non plus sur ce petit ruisseau la vie qu'on a pu y retrouver. Aujourd'hui, on revoit le Triton, alors que le moment où on a pris ce terrain, il y avait de l'huile de vidange sur le ruisseau. Il y avait un garage pas loin, donc il était mort. Hein. Et c'est vous dire que les choses ne sont pas toujours irréversibles. Dans un autre endroit où il y a une plantation naturelle de chênes, ils ont inventé une sorte de labyrinthe avec 3 niveaux. On peut découvrir les corps à mi-hauteur ou au contraire les cacher complètement. Ils font des belvédères, ils font des ouvrages de ce genre, des passages, des ponts, des gués. Ils utilisent toutes sortes de matériaux pour arriver à faire leur scénographie qui est plus ou moins pérenne, l'important étant le jeu qu'ils ont avec les matériaux vivants. Comment ils réinterprètent une plante détestée. Ulex europaeus a des épines, considérées comme une mauvaise herbe, détestée en Bretagne et dans d'autres pays du monde, en Nouvelle-Zélande, où elle est envahissante. Ils ont décidé qu'ils la gardaient dans cette parcelle qu'ils appellent le chaos, c'est eux qui donnent les noms, et qu'ils allaient en faire quelque chose. Ils en ont fait d'ailleurs une taupière, une grande sculpture. Ils travaillent sur tout, hein, sur cette image, ils ne travaillent pas beaucoup, mais ils travaillent aussi sur la strate que vous voyez là, c'est-à-dire les arbres, sur l'herbe. En plus de cette sculpture-là, ce paysage que vous voyez résulte déjà d'une intervention, sauf que par moment, ça ne se voit pas du tout, puisqu'il s'agit d'enlever un arbre ou d'enlever une branche, des choses très délicates. Donc voilà par exemple la réinterprétation de cette plante, Ulex europaeus, considérée comme inacceptable. Le chaos, ce sol est un gravat, ce sont des gravats résultant de la construction du lycée. Ils ont même fait des travaux dans les ronces. Les ronciers, je n'aurais pas pensé, sont très utiles dans la dynamique d'accès d'un sol abandonné à lui-même vers le climax forestier. Les ronces, les épines protègent les arbres. Eux, ils ont fait en plus, ils leur ont donné un rôle. Il y a des galeries dans les épines, etc. Et pour ceux que ça intéresse, puisque je crois qu'il y a des gens d'un lycée agricole ici, horticole, ça vaut la peine d'aller visiter le lycée de Saint-Herblain. Ça, c'est une expérience à Lyon, peut-être certains le connaissent, c'est l'école normale. Donc on est au cœur de la ville, ça fait 5 hectares. Et Michel Salmeron, qui dirige ce jardin, a inventé et rajouté des principes que je n'avais pas mis au point. C'est un dessin que j'ai dessiné, enfin un jardin que j'ai dessiné il y a une dizaine d'années, qui comporte cet axe central qui est toujours étendu, deux prairies qui sont fauchées, et un jardin en mouvement en périphérie associé à des arbres et à des arbustes. Lui, il a rajouté des moutons. Il y a donc 3 moutons là. Puis il leur fait des meules, il leur donne à manger, il fait les foins. Vous voyez, ça donne des paysages changeants comme celui-là. C'est assez rare de faire les foins dans la ville, mais ça marche très bien. Ça permet aussi le maintien d'une diversité, en particulier entomologique, qui est très forte.
Il a fait toute la série des photos des insectes qui passent, et c'est vraiment riche. C'est un jardin qui est fréquenté, il y a environ 1000 personnes, c'est une sorte de campus, hein. Mais il n'est pas très connu parce qu'il n'est pas absolument public, il faut demander à rentrer dedans. Donc c'est un mode de gestion qui est très précautionneux, et il arrive à faire quelque chose de remarquable grâce aux moutons, au broyeur avec lequel il fait du broyat raméal fragmenté, qui est une sorte de mulch qui met partout, dès qu'il a des déchets végétaux, au compost, au potager. Il n'exporte plus rien. Exporter la matière organique dans une ville, c'est très coûteux et c'est idiot puisqu'on jette de la nourriture. On le met à la décharge, ce qui pourrait donner à manger aux plantes. Donc il est arrivé à quelque chose de vraiment performant. Ça, c'est un des passages dans le jardin le plus structuré, qui est transformé complètement dans la période estivale. Mais vous voyez, là, il accueille des vagabondes, hein, ces plantes-là, par exemple, associées à d'autres qui sont pérennes et qui faisaient partie du plan de plantation. C'est un grand jardinier. C'est le jardin du directeur, bon, normal. Ça, c'est un petit square que nous avons fait, il fait 1 hectare, avec Emmanuel Soubéran, l'atelier Verdance à Échirolles, donc c'est juste à côté, avec une prescription principale qui consistait à donner aux gens de l'eau qui serait pure, donc elle est traitée par les plantes, et pas de gazon, ou très très peu, parce que c'est ce qui coûte le plus dans l'entretien. On n'y est pas arrivé complètement, parce qu'il faut faire des concessions, mais enfin, on est à peu près arrivé, ça c'est tout très jeune, hein, ça a été pris l'année dernière, donc, si vous voulez aller voir ce jardin, il est tout près. C'est un petit square. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est rare que je montre des photos de jardins si jeunes, mais c'est simplement parce qu'il est ici. Là, nous venons d'inaugurer je ne peux pas appeler ça vraiment un jardin, mais enfin, on l'appelle quand même l'escalier jardin, qui est situé au devant d'une cité où il y a 3000 habitants. Et ça a été fait pour permettre aux gens d'aller vers le centre commercial. Alors, ils descendent désormais à travers cette patte d'oie et cet emmarchement qui est brisé par 3 grandes fractures d'où les plantes sortent, plantes sans entretien ou avec très très peu. On espère qu'on va pouvoir intéresser la population à ce qui se passe là-dedans. D'abord, ils sont obligés de passer entre les plantes. Il n'y a pas de vandalisme, ça fait quand même maintenant 2 ans que c'est en place. Il y a ici le centre culturel où on peut faire un peu de pédagogie. Je suis allé. La question la plus difficile, le retour de la part des enfants qui habitent dans les cités derrière, c'est les insectes. Quand je leur montre les insectes, c'est « mais alors, ces insectes vont venir chez nous ?» Non, non, s'ils vivent sur ces plantes, ils ne vont pas aller dans le lavabo, je ne sais, dans les tuyaux, ce n'est pas les mêmes, ça n'a rien à voir. On sent qu'ils sont paniqués par ça, parce que culturellement, vous voyez, ça leur a été dit d'une façon ou d'une autre, mais qu'ils ne savent pas comment ça marche du tout, hein. Voilà, donc, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre par la suite, parce que introduire une pédagogie à partir des jardins dans un espace comme une cité où il y a 3000 habitants, ça suppose toute une mise en œuvre. On essaye, on va faire ça sur le plateau en arrière. Donc ça, c'est à Bruxelles. Je ne sais pas si je l'ai dit. Bruxelles, en Belgique, oui. Oui. Bon, ça, c'est une expérience que je fais, moi, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il se passe. C'est du comptage dans un champ. À partir de ce champ, j'ai introduit une diversité. Ça fait maintenant 12 ans que je fais l'observation et le comptage. Ça diminue, mais le nombre d'espèces initiales, c'est plus les mêmes, si vous voulez, mais le nombre total est à peu près toujours le même. Ce qui est montré sur la droite ici, c'est la parcelle témoin, c'est-à-dire ce que je n'ai pas retourné ou je n'ai pas fait de semis. Donc ça vous donne une idée de quelque chose qui est une monoculture, bien sûr, et une polyculture, ou bien, ce n'est pas vraiment une polyculture, disons c'est un terrain semé au départ, mais ensuite abandonné à lui-même quand même, et seulement fauché une fois par an. Là-dedans, je fais des comptages, comme je vous le disais, notamment avec les insectes. Tout est bioindicateur. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle « Les plantes bioindicatrices ». Il n'y a pas l'équivalent pour les insectes, ça c'est vraiment dommage. Je vous donne ça, c'est Le Cerf, je crois qu'il s'appelle Le Cerf, celui qui a fait cet ouvrage sur les plantes bioindicatrices. Par exemple, ça, Thierry Jacobet, malheureusement, il n'y a rien sur les insectes, je vous le disais, mais moi je le sais parce que je m'intéresse aux insectes.
régule la population du Senson de Jacob. Une culture de maïs à côté les a fait disparaître, pratiquement. Et du coup, les Sensons ont pris de la place. Et, bon, le Senson est un bioindicateur lui-même d'un terrain relativement pauvre. Il était donc logique qu'il soit là. Et ainsi de suite. Voilà le papillon qui est issu de cette chenille. On peut donc avoir des meilleures compréhensions de tout le milieu à partir du moment où on sait déjà le nom, évidemment, et à quoi il sert et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cet insecte ou cette plante. Donc je fais ça. C'est un travail un peu fastidieux, mais systématique. Et je ne sais pas ce qu'on pourra en tirer plus tard, parce que le terrain est particulier. Je ne peux pas reporter le modèle de gestion n'importe où, mais ça donne une certaine philosophie, en tout cas une manière de gérer dans le temps. On a vu récemment arriver les chenilles de macaron sur la rue Ruta graveolens, une plante sur laquelle on la voit très rarement. C'était d'ailleurs en ville. À ce propos, comme pour le jardin de l'ENA, non, ça je n'ai pas fait ça pour eux jamais, de l'ENS, ouais, à Lyon, eh bien, nous sommes en ville et la diversité est grande. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les comptages de diversité, surtout pour les insectes, ils sont favorables en ville et ils sont catastrophiques en campagne, en particulier dans les bassins parisiens, les grandes zones de la culture industrielle, où on ne peut même plus faire de miel. Par contre, on récolte du miel à Paris qui n'est pas mauvais, avec une diversité très haute, équivalente à celle qu'on peut rencontrer par les pollens dans les miels de haute montagne. Donc voilà, donc c'est un lieu sur lequel je fais ce genre d'observation-là, à partir d'un radeau que j'appelle le radeau des champs, et qui fait allusion au radeau des cimes, vous savez, où j'ai deux paires de jumelles, dont une qui est à focale courte pour ne pas déranger les insectes et les voir à quelle que soit la distance à laquelle on se trouve, évidemment. Alors je montre ce petit jardin-là, qui est dans les jardins de Valloire, dans la Somme. Il s'appelle le jardin Lamarck, ou le jardin de l'évolution, parce que nous sommes dans l'année Darwin. Vous savez ça. Darwin est dit le théoricien de l'évolution. Le théoricien de l'évolution n'est pas Darwin, c'est Lamarck, 50 ans avant Darwin. Lamarck produit un livre qui s'appelle La philosophie zoologique en 1802, tout à fait au début du XIXe siècle, et Darwin produit ce livre remarquable, L'origine des espèces, 50 ans après. Il se trouve simplement qu'il formule les choses différemment et qu'il tombe à une époque où ça fait beaucoup plus de scandale qu'au moment de Lamarck, qui lui était en pleine suite de la Révolution et où les idées révolutionnaires étaient banales, on dirait. Mais c'est lui le penseur de l'évolution. C'est un naturaliste, un biologiste de très haute pensée, et il est né pas très loin de cet endroit, qui est dans la Somme, et on m'avait demandé de lui faire un hommage, et c'est un jardin qui parle de sa théorie de l'évolution, qui est le transformisme. C'est très important. C'est important pas uniquement pour ceux qui s'intéressent aux plantes ou à l'évolution, c'est important philosophiquement. Lamarck dit tout ce qui se passe au cours de la vie d'un être est enregistré, a une incidence sur son génome, on dirait aujourd'hui en langage actuel, et fournit à la descendance. On se transforme et cette transformation, elle passe à la descendance. C'est ce qu'on appelle le transformisme lamarckien. Darwin dit pas du tout. La nature invente des tas de solutions et le milieu, l'environnement, tranche. Et seulement les êtres capables, performants ou adaptés à la situation du moment passent. Les autres disparaissent. Et l'évolution se fait comme ça, en somme, par saccades. Philosophiquement, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Pour Darwin, seulement ceux qui ont les caractères utiles vont pouvoir vivre. C'est ça le déterminisme, c'est une pensée déterministe, ça. Les autres ne passeront pas. Lamarck dit, tout le monde change.
évolue, les chances sont à peu près réparties pour tous. Il y a une possibilité de transformation. Il se trouve que le darwinisme est beaucoup plus au service du libéralisme ambiant, encore aujourd'hui, bien sûr, mais qu'il soit en mauvais état, que Lamarck. Vous voyez bien ce que ça signifie. Et quand il y a eu ce discours incroyable, ce dialogue entre Michel Onfray et Sarkozy dans la campagne électorale au sujet de la pédophilie, vous vous en rappelez peut-être, il y avait la position déterministe de celui qui dit « mais non, on naît du verbe naître avec des tares, ceux-là, on les met en prison ». D'ailleurs, vous avez vu qu'on les mettait en prison de plus en plus jeunes, les gens. Hein. Et évidemment, Onfray qui disait « mais ce n'est pas du tout ce que pensent les scientifiques, le milieu transforme l'être depuis sa naissance, et quelquefois ça commence avant, dans le ventre de la mère, et ça en fait quelque chose qui vient marquer le génome et le transformer. C'est le transformisme lamarckien. Il se trouve que les scientifiques scandinaves ont démontré qu'il y avait une réalité du transformisme lamarckien, j'étudiais l'obésité, hein, qui se transmet à partir d'une phase d'acquisition de ce caractère dans la vie d'un être. Ça ne passe pas à la première génération, mais à la deuxième, et ensuite ça suit. Donc, c'est que l'obésité est devenue un phénomène grave sur la planète, c'est pour ça qu'il a été étudié. Il est donc certain que ce mécanisme d'évolution existe bien. On ne parle pas de Lamarck. On ne parle pas de Lamarck parce que tout ce qui est véhiculé, évidemment, l'est par ceux qui ont les moyens de le faire. C'est écrit en anglais par la littérature scientifique anglo-saxonne. Et c'est tout à fait exceptionnel. Il y a un Américain, un scientifique américain, qui reconnaît que, d'abord, le père de l'évolution, c'est Lamarck, et que le transformisme lamarckien est un mécanisme de l'évolution réel. Donc je vous le dis, pour ceux qui seraient intéressés à ça, en tout cas, quoi qu'il arrive, il est intéressant de mettre en discussion les théories de l'évolution, quelles que soient ces théories de l'évolution, mais certainement pas de les opposer aux fantasmes, aux croyances. Le créationnisme, c'est une position fantasmatique qui a toute sa raison d'exister en tant que telle, mais à ce moment-là, on opposerait, et ce ne serait pas inintéressant, la vision biblique du testament, de nos textes à nous, qui dirigent nos trois religions monothéistes, par exemple, aux cosmogonies aborigènes en Australie, ou je ne sais pas, un polythéisme quelque part, et d'autres animismes, je ne sais pas, vous voyez, très intéressant et vraiment, je dirais, haut en valeur poétique. Mais on ne peut pas mettre en face une théorie scientifique et un imaginaire totalement rêvé. Bon. Donc je pense que là, on est, quand on veut faire cette opposition-là, dans un obscurantisme qui est dramatique. Vous l'avez dû, vous êtes au courant de ce débat. Donc voilà pourquoi je voulais vous montrer ces images. Lamarck fabrique ça, mais plein d'autres choses. Dans ce jardin, on évolue des plantes les plus archaïques vers les plantes les plus modernes. Je ne vous fais pas un cours là-dessus parce que ce serait beaucoup trop long. Et on arrive à 3 chambres, une qui est un hommage à l'évolution, celle-ci, sur la biologie et les êtres, une autre sur l'hydrogéologie, car il avait étudié l'érosion et s'intéressait à ça. Ça évoque ça, n'est-ce pas? Et une troisième sur les nuages, sur la météorologie, que nous appelons la chambre des nuages, parce qu'il a été le premier à nommer les nuages également. Un an avant Howard, ce n'est pas sa nomenclature qui a été retenue, mais elle était en français. Mais c'est la même que celle de Howard, qui lui l'a mise en latin. Voilà, alors, grand météorologue aussi, vous voyez, c'était un esprit très large. C'est un petit jardin qui est situé donc devant l'abbaye de Valloire. Celui-ci, je l'évoque aussi parce que c'est une île ou une ville de résistance. C'est la ville de Moinsartou, qui est située entre Cannes et Grasse. Le maire de Moinsartou, Asquieri, est quelqu'un qui, depuis ce qu'il est maire, s'occupe de cette ville en ayant retransformé le cœur de la ville pour qu'il soit acceptable pour tout le monde, sans qu'on paye plus de loyer, bien que ce soit un cœur historique. Il a fait revenir le train. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire de faire venir le train dans un endroit où il n'y en avait plus. Il a récupéré la régie de l'eau. Et dernière chose invraisemblable, il a viré Ikea.
Ça, c'est très fort. Il a fait toute une simulation, enfin le projet qu'IKEA s'installe, ils étaient au bord de gagner le truc et toute la population s'est organisée avec lui pour simuler ce que seraient les embouteillages, les stationnements, la réalité d'un énorme centre comme celui-là commercial qui en plus annihile tous les autres commerces. Bref, je me fais venir autour du centre d'art concret. Ça existe, un centre d'art concret. On ne sait pas ce que c'est, mais enfin ça existe. Et enfin, disons que c'est le langage un peu de Mondrian, ça reste abstrait si vous voulez, sauf que c'est concret. Ça utilise des formes géométriques, mais c'est très intéressant. Hein. Ce qui est à l'exposé à l'intérieur est très beau. Et moi, j'ai eu à faire quelque chose là, dans un petit bois de chêne, qu'il était question que la population, car c'est un parc public, traverse, alors qu'elle ne le traversait pas ou très peu jusqu'à présent. Et j'ai renoncé à l'idée d'y faire un chemin, parce que quand je suis rentré dans ce petit bois, j'ai trouvé que c'était tellement beau, la lumière était tellement incroyable, avec des répartitions de soleil entre les frondaisons, je ne voulais pas altérer ça et pas abîmer les racines, ainsi de suite. Donc pas de chemin. Ils m'ont laissé faire. J'ai proposé ça, vous voyez, entre autres, parce que tous les aménagements, alors là, de derrière, je ne vous les montre pas, mais enfin, la chose la plus délicate à faire passer en tant que projet, mais la moins coûteuse, c'était ça. C'est-à-dire amorcer un cheminement dans un sous-bois, et après, les gens font ce qu'ils veulent. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Les symboles géométriques que vous voyez là sont ceux qui répondent à la forme des bâtiments sur le parc, qui a 3 hectares. Tandis que sur les marches qui s'en vont vers le bois, il y a des espèces d'inclusions, ce sont des inclusions, toujours métalliques, qui reprennent les taches de lumière qui sont dans le bois. C'est un sous-bois comme ça. C'est tout à fait la lumière qu'il y a là-bas. Et les gens maintenant ils sont attirés de temps à autre par une grosse pierre placée ça et là, et qui est en rapport avec les jardins. Enfin, il y a une sorte de parcours. Je vais terminer par la notion de tiers paysage, dont je n'ai pas parlé du jardin planétaire non plus, mais ça demanderait sans doute un peu trop de temps. J'ai été invité à faire une analyse du paysage autour du lac de Vassivière en Limousin il y a quelques années. Et mon analyse a été, je l'ai rendue comme ça, en disant, ce paysage est binaire. Il y a des zones d'ombre, les forêts, des zones de lumière, les pâtures. Je regardais ça et je m'approche des territoires exploités, des forêts gérées, beaucoup de résineux, des pâtures exploitées, diversité, je cherchais la diversité, nulle ou très pauvre, parce que territoire géré. Mais vous voyez ici, juste au milieu, une diversité qui se voit à l'œil nu, territoire abandonné, sauf autour des maisons. Donc je décide d'aller voir où je trouverais cette diversité sous les arbres, rien. C'est finalement le long des routes, sous forme de petits linéaments, quelquefois très fins. Et les plantes ne peuvent pas pousser souvent derrière les haies parce que c'est cultivé et sur le goudron évidemment pas. Les 3 orchidées de notre région dans la Creuse et dans le Limousin sur sol acide se réfugient sur ces bas-côtés-là. Il n'y en a pas ailleurs. On les trouve, voilà, Orchis laxiflora. On les trouve dans des espaces qui sont interstitiels comme ça, entre des cultures. Là, nous sommes dans la Drôme, mais c'est le principe que je vous indique, c'est une friche. On trouve ces espèces dans les lieux très en pente, là où les machines ne vont plus, là où il y a des cailloux, là où on n'est jamais allé, comme dans les tourbières ou dans les grands sommets, dans des endroits comme ça. J'ai décidé de nommer ces endroits, ça c'est une friche récente que je viens de voir à La Rochelle, avec beaucoup de plantes exotiques qui expriment bien l'idée du brassage planétaire. Non pas le 3e paysage derrière celui de l'ombre et celui de la lumière, mais le tiers paysage, en référence au tiers état. Pourquoi ? Ces lieux sont des lieux d'accueil à la diversité qui est une diversité chassée de partout ailleurs. Cette diversité représente vraisemblablement pour nous le futur. Nous exploitons cette diversité, c'est ce que je vous disais tout au début. Nous en sommes entièrement dépendants. Alors évidemment, une partie, sinon la totalité du futur, se tient par là. Et ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas le nom de ces plantes ou de ces animaux que nous pourrions les détruire impunément. C'est impossible. Parce que ces plantes, ces animaux arrivent comme des auxiliaires du jardinage. C'est-à-dire que même si nous ne les exploitons pas, ils jouent un rôle dans ce que nous exploitons. Mais en plus de ça, il se peut qu'un jour nous ayons à
les exploiter sans pour autant tout exploiter. Il n'est pas question de marchandiser le vivant. Il est question juste de comprendre comment les choses fonctionnent pour que nous puissions continuer à vivre sur cette planète. Alors, le tiers paysage, dans ces cas-là, prend une place particulière. Ça devient un trésor que l'on ne peut que montrer du doigt en disant c'est important. Tiers paysage, tiers état, mot de Sieyès pendant la Révolution, moment où il dit qu'est-ce que le tiers état? C'était tout le monde, c'était toute la population, donc toute la diversité. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Pas grand-chose. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Et en effet, je pense que cette diversité, nous avons au minimum besoin de la connaître, de la nommer et de la protéger, parce que de cette façon, nous nous protégeons. Alors j'ai eu voilà, une plante, par exemple, de la diversité à Brisbane, en Australie, que vous ne trouvez pas dans les jardins de Brisbane, parce que c'est une plante du tiers paysage, elle est donc mal vue, mais qu'on trouve dans nos jardins chez nous en Europe. J'ai eu à faire plusieurs travaux qui sont des travaux un peu décalés par rapport à notre métier, qui sont des travaux artistiques. On m'a demandé un carton de tapisserie dans ma région. Vous savez, j'habite la région de la Creuse, au Busson, on y fait de la tapisserie. J'ai donc proposé ce dessin, après plusieurs essais, qui représente la vallée de la Creuse. Il y a 8 km entre Aubusson ici et Felletin ici. La vallée nord-sud et la vallée de la Roseille en arc. Tout ce qui est gris moiré, c'est l'activité humaine. Et tout ce qui est représenté en couleurs, jaune et orange, ce sont les plages de refuge à la diversité. Nous sommes dans le Limousin. C'est les images que vous avez vues au début. Ça veut dire un paysage très aimable, qui a l'air assez sauvage. Mais en fait, quand on s'approche, on voit que cette diversité est repliée sur des surfaces extrêmement petites. Plus récemment, j'ai eu à faire un travail pour parler du tiers paysage au Centre canadien d'architecture à Montréal. Je ne savais pas comment m'y prendre, j'ai proposé un lustre dans lequel on rencontre des inclusions d'éléments prélevés dans un délaissé urbain derrière le Centre canadien d'architecture. On y a mis aussi des éléments de l'industrie humaine, comme vous voyez, puisqu'on a tout mis, enfin, on a tout rassemblé. On n'a pas pu tout pendre parce que le plafond allait s'écrouler, mais on a mis ce qu'on a pu et qui pouvait alerter l'attention. Et à partir de là, on se rendait vers les textes ou bien vers les images et les traductions des quelques pages du manifeste. Le manifeste du tiers paysage est un texte que j'ai écrit à la suite de cette analyse dans le Limousin. Il a été immédiatement traduit en italien, puis en espagnol. Il est en anglais bientôt. Et il est en copyleft, pour ceux que ça intéresse, sur mon site. Parce que je pense que c'est... Enfin, les éditeurs ne sont pas toujours d'accord avec le copyleft, vous pensez, mais moi, si. L'année dernière, j'ai eu à travailler sur l'île de Lanzarote. Ce que vous voyez en rouge, c'est de les Canaries. Hein. C'est la cartographie du tiers paysage, donc des espaces qui d'ailleurs ont augmenté considérablement il y a un siècle avec des éruptions volcaniques, où les sols sont très stériles parce que le climat est très très sec, il n'y pleut jamais. Du coup, les surfaces où l'homme fait quelque chose sont relativement peu nombreuses. Et moi, j'ai eu à intervenir ici en tant que projet, hein, ça n'est pas réalisé, au bord de la ville d'Arrecife, qui est la capitale. J'ai donc proposé ce plan où on voit qu'on récupère les salines abandonnées, l'eau est recyclée, l'eau est dessalée pour partie, à partir d'une usine solaire qui est située ici, et cette eau est utilisée, mais modérément, pour alimenter des tout petits endroits où il y a les socos. Les socos, c'est une interprétation du soco local, qui sont des murs de protection des plants de vigne. Le mot soco venant de souk, qui veut dire protection. Le souk, c'est un lieu où on va échanger les choses, mais abrité du vent et surtout du soleil. Donc j'ai mis ces petits soukos, ces petits souks, là, ces endroits-là, qui ont été dessinés par une artiste suisse. Et c'est devenu des œufs, d'ailleurs. Voilà le paysage très ingrat. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est justement la flore et la roche locale, à laquelle on ne touche pratiquement pas et qui peut avoir cet aspect-là. Hein. Mais plutôt celui-ci, à dire vrai. Avec quand même quelques euphorbes et beaucoup de lichens. Il y a 10 espèces de lichens, dont quelques-uns qui sont endémiques. Donc ça, c'était une exposition et une étude l'année dernière. Mais, et ça date d'un peu plus longtemps, mais je le montre à cet endroit.
le seul et unique grand parc réalisé au nom du tiers paysage et qui le scénographie véritablement, c'est le parc Matisse à Lille, où on voit ici se détachant sur le Grand Boulingrin, le tout faisant 8 hectares, 3500 mètres carrés, soclés, émergeant à 3 mètres à 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol. C'est le résultat d'une grande colline que j'avais partout, qui était les gravats de l'excavation et fabrication de la gare TGV ici, Lille-Europe. Et les petits carrés ici sont des jardins dans une forêt plantée, publique, ouverte à tout le monde. Donc ça a été construit tel quel, avec un système de parois moulées, c'est-à-dire qu'on a mis du béton sur 7,50 mètres plus en dessous, et des tendeurs en surface pour pas que ça s'écarte, et la nature a fabriqué son paysage en haut. C'est donc quelque chose dont la dynamique est propre, l'homme n'intervient pas, il y a un relevé qui est un relevé annuel ou bisannuel, et on voit un petit peu comment ça évolue dans le temps. C'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas y aller, mais c'est un emblème. Et on pourrait imaginer des répartitions avec des espaces de tiers paysage tout à fait utilisables par les humains. Il n'y a pas de difficulté à ça. Sauf que là, il fallait que ça soit montré comme quelque chose de particulier. Il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens qui habitent ici, ils ne devaient pas habiter là parce que cette barre n'était pas prévue au départ. Ils se sont plaints de voir pendant des années une friche sous leurs yeux. Bon, puis finalement, ils ont compris, parce qu'il y avait un manque de pédagogie. Vous voyez, ce n'est pas habituel dans les parcs, dans les jardins, ces choses-là. Maintenant, ça y est, c'est une affaire acquise. Nous montons, j'y vais de temps en temps, je trouve des choses évidemment nouvelles. On fait un relevé comme pour mon champ. On trouve aussi des ballons de foot, une dizaine, qu'on renvoie, évidemment. C'est une gestion différenciée du style du jardin en mouvement sur le reste de 8 hectares. Et c'est plutôt bien entretenu de ce point de vue. Et les jardins sont sur des sols stériles comme les roches, où l'entretien n'existe pratiquement pas. Ce sont des clairières dans les boisements. Alors le directeur tout à l'heure parlait du Sentier des Lauses, dont le président est le directeur de l'école d'architecture de Saint-Étienne. Et récemment, j'y ai fait justement une petite intervention. Alors je le montre ici parce que c'est associé au tiers paysage de l'Ardèche. Il faut imaginer qu'il n'y a pas longtemps, la totalité de ces reliefs était en terrasse et cultivée. Tout était exploité. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est cette minuscule clairière qui est Dompnac, dans le creux, où il y a encore quelqu'un qui élève des moutons et 2 ou 3 activités. Ce point de vue s'appelle le belvédère des lichens, à cause du fait qu'on voit loin et près. Nous avons dénombré, grâce à une lichénologue, parce qu'il faut avoir un spécialiste dans ce cas-là, 14 espèces de lichens. On va d'ailleurs les ajouter au livre qui va avec cet ouvrage. Donc ce sont des séries de plateformes dans les roches qui se placent comme des flaques de bois. On va même en construire sur l'autre versant de la colline. Une intervention artistique qui vient s'ajouter à d'autres interventions d'autres artistes le long d'un sentier qui s'appelle le Sentier des Lauses et qui fait à peu près 5 km en boucle. L'année dernière, il y a 2 ans maintenant, non, ça va faire bientôt 2 ans, inauguré le jardin d'Orty. On n'est pas complètement éloigné du tiers paysage ni complètement dedans. Il se trouve que les orties ne poussent que dans des sols qui sont complètement pollués, mais en général, on ne les désire pas. Tout ça, ce sont des orties à peu près. Ce que nous avons fait là-dedans, c'est cette installation, la plateforme, le pont, le lagunage et un filtre que je vais vous montrer. Alors pourquoi ce jardin d'orties? C'était le projet. C'est parce que pour la ville de Mel, c'est une biennale artistique. Au moment où on m'a demandé la commande, on a passé la commande et passé la loi d'orientation agricole, et ça rejoint le discours que je vous tenais sur les semences qui sont interdites. On a interdit en 2006 l'usage des produits dits non homologués, aujourd'hui appelés peu préoccupants. On se demande pourquoi. Ils seraient peu préoccupants, ça signifie qu'ils le seraient un peu quand même. En fait, ils ne le sont pas du tout. Mais bon, on les a interdits. C'est le purin d'ortie, c'est le purin de prêle, de consoude, c'est tout ce qu'on peut faire gratuitement. Ce qui est gratuit est interdit. Il faut le savoir, vous voyez, ce sont les nouvelles lois. C'est évidemment inacceptable. Donc, j'ai fait la proposition, dès que j'ai su ça, d'un jardin d'ortie. Il y a là, à la clé, 7 500 € d'amende et 6 mois de prison si on en parle, donc je vous en parle.
Si on vend les orties, je ne les vends pas, mais enfin, c'est pas loin, etc. Il faut évidemment lutter contre ça. C'est mon premier jardin politique au sens propre. C'est un jardin d'orties. Je bénéficiais des orties parce que Rhodia est autour, très polluant, les techniques agricoles aussi, les effluents de la ville. Bref, je n'avais pas à planter d'orties. Si vous voulez planter des orties dans un terrain où il n'y en a pas, c'est presque impossible. Il faut que ce soit super eutrophisé, beaucoup de nitrates, beaucoup de choses qui plaisent aux orties. Alors nous avons quand même taillé un peu les bords pour pas qu'on se pique trop. Et puis, on fait le purin. On n'a pas besoin d'un filtre aussi grand, évidemment, pour faire le purin, le filtrer du moins. C'est très facile à faire le purin. Enfin, pas rentrer dans sa fabrication, c'est pour les techniciens, mais c'est très simple. Tout le monde peut le faire. Et ici, vous voyez le filtrage pour qu'on puisse ensuite le diluer à 10 fois et le pulvériser. Et maintenant, à partir de ça et de cette histoire-là, du jardin d'orties, et tous les vendredis, à partir du mois d'avril, dans la ville de Melle, on distribue gratuitement un petit flacon de purin d'ortie aux gens qui viennent au marché. C'est totalement illégal. Enfin, je termine avec la ville de Tijuana, parce que j'ai été appelé à la frontière Tijuana-San Diego, le mur entre le Mexique et les États-Unis, pour réfléchir à un futur parc, possiblement côté mexicain du mur, que voici, avec sous sa forme initiale les plaques métalliques récupérées de la guerre de Golfe, qui est doublé maintenant par un mur électrifié. Et puis bon, les gens qui sont morts évidemment là, ce mur qui continue, il s'achève par une sorte une série de piliers, de piles qui s'en vont dans la mer d'une façon un peu bizarre et dérisoire, qui meurent comme ça, avec aussi la liste des gens qui sont morts à cet endroit, et les enfants mexicains qui continuent à jouer avec ça. C'est un peu une chorégraphie avec la mort, en passant entre les bars. Et ça donne ce dessin. Ils reviennent de temps en temps quand les hélicoptères s'approchent de trop. Les gros ne peuvent pas passer, évidemment. Et alors cette image-là, qui pour moi, c'était l'année dernière. L'année dernière, en décembre, pas cette année, pas 2008, mais 2007. Donc ça fait un petit peu plus qu'un an. Toutes sortes de choses ne s'étaient pas encore passées. Mais enfin, vous les voyez, tous mexicains, assis regardant de l'autre côté. De l'autre côté de ce mur, il y a une réserve écologique qui correspond avec le Rio Tijuana, que je suis allé voir. Et eux regardent, non pas cette réserve qui ne les intéresse pas du tout, mais en somme, ils rêvent sur le modèle qui est de l'autre côté, qui est l'objet de convoitise. Ce modèle économique que Veblen, un économiste américain du 19e siècle, disait être celui qui tire l'économie. C'est l'objet du désir. Qu'est-ce qu'on veut désirer? Qu'est-ce qu'on désire là? La petite maison individuelle, le palmier, le gazon vert devant, le gros 4x4, enfin, tout ce qui aujourd'hui est évidemment très contesté, et qui l'était déjà d'ailleurs quand je suis passé depuis longtemps par les Américains eux-mêmes. Enfin, vous savez que les choses ont beaucoup changé, la crise est arrivée, Obama est arrivé. Et je ne sais pas si tous ces Mexicains-là regarderaient tous dans la même direction maintenant. C'est pas sûr. Enfin, bon, de l'autre côté de ce mur, il y a une réserve écologique. Et à l'intérieur du bâtiment où se trouve le directeur de la réserve et où on peut avoir des informations sur ce qui se passe dans la réserve du Rio Tijuana, on trouve ce genre d'affiche qui évidemment représente tout un état d'esprit. Invaders, les envahisseurs, ce sont les plantes qui viennent d'ailleurs, d'Europe en général, les tamaris, les cannes de Provence et autres choses comme ça, avec les gens effrayés par ça, la peur, hein, qui va bien avec le mur, évidemment. Mais quand on regarde la réserve, vous voyez, le mur est ici au milieu, on se rend compte, de part et d'autre d'ailleurs, qu'il y a des routes, mais que côté américain, c'est à gauche. C'est beaucoup plus traumatisé encore parce que les rangers font des tas de pistes, et que là, ils accueillent, comme pour la taupe avec son petit labour, comme l'arbre qui tombe, en retournant toutes les plantes qui ont besoin de sol ouvert, donc les pionnières et majoritairement les exotiques dont ils ne veulent pas. Extraordinaire, de contradiction bien sûr. Voilà le côté américain. La partie du parc que nous devrions faire à partir de l'automne, c'est ici. Ça, c'est dans la ville de Tijuana.
Voilà, toute dernière image, nous travaillons en ce moment avec l'école du paysage de Versailles sur un atelier qu'on appelle régional, mais enfin il est assez lointain, c'est au Cambodge, 3 étudiants, sur le long d'un canal, le bord de cette route-là, sur 600 mètres. Et il se trouve que c'est près d'Angkor, et que là, les habitants sont petit à petit délogés, on leur propose de l'argent, moyennant 600 euros ou 1000 euros, ils ont l'impression d'avoir un pactole, ils s'en vont et ils finissent au bout d'un an ou deux mendiants à Phnom Penh ou ailleurs. Donc évidemment, l'idée, c'est plutôt de les stabiliser. Alors, après le jardin en mouvement, le jardin planétaire, le tiers-paysage, il y aurait quelque chose à trouver pour nommer aujourd'hui ce qui serait le paysage à la fois organisé architecturalement, mais vivrier, et qui permet aux populations de se stabiliser, celles qui sont les plus menacées, celles qui sont tributaires des semences dont je vous parlais tout à l'heure aussi. C'est grâce à l'APSARA, qui est un organisme des maires, et à des organismes internationaux que nous pouvons travailler là, avec un peu de difficulté, parce que le Cambodge est un des pays les plus corrompus du monde, le 3e, je crois. Vous voyez, le canal sur lequel nous travaillons est ici. Les maisons cambodgiennes sont comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils murent les parties sous pilotis, enfin, oui, c'est ça, les parties basses, pour l'habiter et louer en haut parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et qu'ils vivent à ce moment-là dans des conditions insalubres terribles. Il y a des mouvements de l'eau, vous savez, dans ce pays, c'est un des rares endroits où le fleuve Mékong change de sens, où ça fait partie de ces choses extraordinaires sur la planète. Il y a le plus grand lac d'Asie. Enfin, la dernière image, qui, elle, aborde une question autre, mais qui rejoint toutes les autres aussi, c'est la mesure de notre ignorance sur le monde vivant. Je commençais par vous dire qu'il était intéressant de s'occuper de travailler avec le vivant, mais pour ça, il faut qu'on puisse le connaître. Et les connaissances sur le vivant, l'enseignement sur les questions du vivant ne sont pas faits. On retire les postes de botanistes. On ne les reconduit pas lorsque les enseignants partent à la retraite, par exemple. On est en déficit de pouvoir reconnaître aujourd'hui la diversité. Il est question pour la ville de Grenoble, et là je le dis à tout le monde ici à Grenoble, de créer, c'était l'année dernière que nous avons émis ce souhait, une école qui serait une école de reconnaissance de la diversité en ville, et être capable de donner un nom sur une plante, un insecte, un oiseau, en suivant des cours avec des gens qui sont compétents. Et à ce moment-là, c'est plus du tout la même chose. On ne regarde plus le paysage de la même façon. Mais il n'y a pas que la reconnaissance. Il y a la reconnaissance du comportement, qui est une chose que nous ne connaissons pas, que nous connaissons un petit peu à travers certaines plantes habituelles, mais peu. Je montre cette image-là, qui sont 2 arbres de la même famille, du même genre. C'est un Samania saman, un arbre de la famille des légumineuses d'origine tropicale américaine, qui là est pris, la photo est prise en Australie, mais ça n'a pas d'importance. Le long des branches, vous voyez des fougères épiphytes, qu'ils appellent velvet fern là-bas, donc le velours, et la frondaison très claire partout. Et ici, séparant la frondaison des 2 arbres, la photo est prise par en dessous, elle est prise comme ça. Une rue de lumière que les scientifiques appellent une fissure de timidité. En réalité, ils ne savent pas ce que c'est. Mais étant donné que les frondaisons ne s'interpénètrent pas, ne se recouvrent pas comme souvent, ils ont donné un nom à ce comportement, qui a été observé pour la première fois dans les forêts tropicales lors des missions radiodécimes, en particulier en Guyane, mais aussi au Gabon. C'est là que j'ai vu les architectes, biologistes, architectes travailler sur l'architecture des arbres et faire le recensement de quelques espèces timides. On dit qu'en France, le chêne vert serait timide adulte. En fait, il se passe qu'il y a un mode de communication, évidemment, entre ces frondaisons. On connaît des modes de communication. On connaît l'exemple des acacias épineux en Afrique avec les impalas, où sans doute vous connaissez cette histoire, qui viennent brouter les mimosas épineux et puis qui, au bout d'un moment, trouvent que c'est poison, c'est un mauvais goût, c'est très amer, ils s'en vont. L'arbre a réagi en émettant cette amertume. Il va au mimosa d'à côté, mais le mimosa d'à côté est également amer. Or, il n'avait pas été brouté. Il a dû être averti. Et on s'est aperçu effectivement qu'il était averti par le premier mimosa grâce à un gaz éthylène. C'est un mode de communication.
Alors du coup, les impalas sont obligés d'aller beaucoup plus loin et les mimosas se refont une santé pendant ce temps-là, en attendant un nouveau troupeau. Il y a une régulation qui se fait comme ça. Tous ces processus sont extraordinairement intéressants parce que la façon dont on regarde un arbre, dont on s'en occupe, s'il tombe, comme je vous ai montré avec le pommier, ou bien si on voit qu'il y a une timidité, si on sait que c'est une colonie. Bref, c'est plus du tout la même façon de jardiner, évidemment. Et si en plus on sait qu'il est en relation avec tout un monde qui est celui des insectes, des oiseaux et du reste, et des mammifères et même des serpents, à ce moment-là, on devient de plus en plus prudent. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rien faire. On est bien obligé de faire notre place aussi, nous, mais certainement différemment, avec plus de respect pour cette diversité. Je vous remercie.